Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à notre webinaire Booster votre stratégie d'emballage durable. Nous sommes vraiment ravis de vous avoir avec nous et espérons que vous trouvez cette session inspirante. Merci et bonne participation. D'abord, je vais vous présenter le système de Valipack, ensuite le règlement européen sur les emballages et les déchets d'emballage. Ensuite, j'ai l'honneur d'avoir ici Paul et Coraline de Logistics in Wallonia qui vont vous présenter leur pôle et des projets qui vont être gérés par eux. Et ensuite, on a comme toujours les questions et réponses. Voilà, on est commencé. Donc, c'est quoi en effet la responsabilité élargie des producteurs? Bon, c'est une directive qui a été proposée à 94 par la Commission européenne et qui mettait la responsabilité élargie des producteurs, qui est une approche de politique environnementale qui rend les producteurs ou les importateurs responsables de l'ensemble de cycle de vie de ces produits et naturellement aussi de ces emballages. Et c'est quoi ces obligations? Quand vous emballez des marchandises pour être vendues en Belgique et si vous et où vous importez des marchandises emballées, ça veut dire que vous devrez démontrer le recyclage de tous les emballages qui deviennent des déchets chez vos clients en Belgique. Et naturellement, s'il y a quelque chose comme ça, il faut aussi prouver que des objectifs de recyclage spécifiques par type de matériaux sont attenus. Et quoi d'autre? C'est pas tout, c'est pas seulement prouver, il faut aussi avoir toutes les connexions. Donc, les déchets qui sont devenus des emballages qui sont devenus des déchets, naturellement, ils sont collectés par les collecteurs de déchets. Et après ça, probablement, ils sont vendus à un trader qui va les vendre à un recycleur qui va recycler tous ces déchets d'emballage. Et très important à savoir, les recycleurs, ils ne se trouvent pas seulement en Europe, mais aussi partout dans le monde. En spécifique, pour l'Europe, on parle de la Turquie et de l'Asie, comme le Cambodge ou l'Indonésie et des parties par là. Donc, il faut vraiment prouver que tous ces déchets sont vraiment recyclés. Ce n'est pas quelque chose qui est très facile pour des entreprises individuelles. Donc, c'est pour ça que l'industrie belge a demandé à Valipack de prendre ses responsabilités de eux. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va vous garantir que vous respectez vos obligations légales en matière des emballages industriels. Donc, on va être votre porte-parole vis-à-vis le gouvernement belge. Ensuite, on vous donne des conseils. On vous aide pour faire vos emballages un peu plus durables et plus circulaires. Et comment est-ce qu'on fait? On fait des actions. Donc, nous menons des projets pilotes, par exemple. Nous utilisons des incitants financiers et on collabore avec vous pour faire des projets spécifiques. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à notre webinaire Booster votre stratégie d'emballage durable. Donc c'est pour ça que le modèle Valipack est devenu complètement circulaire. Donc avec les entreprises qui déballent des marchandises, on va donner des primes pour stimuler le collecte sélectif. Donc le tri sélectif est très important parce que comme cela, c'est plus facile à recycler tous ces déchets d'emballage. Quoi d'autre? On va naturellement assurer, comme j'avais dit, la traçabilité
pour garantir le recyclage. Et naturellement, on va stimuler le recyclage local, de nouveau avec des primes. Et last but not least, on va stimuler la circularité. Je vais vous parler un peu plus tard du projet ou du plateforme My Recycled Content, mais je peux déjà vous dire qu'on donne des primes aussi à des entreprises qui utilisent des emballages qui contiennent de matières recyclées, en plastique spécifiquement. Voilà, maintenant le règlement sur les emballages et les déchets d'emballage. Très important, c'est un mot différent. C'est maintenant un règlement et plus une directive. Donc ça veut dire que la législation va être en application tout de suite dans tous les pays européens. Un peu d'histoire. Donc, comme j'avais dit, la directive ancienne, c'était à 94. Entre-temps, on a eu plusieurs révisions et en 2022, la Commission européenne avait dit on va changer le directive dans un règlement. Et en 2025, donc 3 ans plus tard, c'est publié officiel avec le règlement qui va être en application en août 2026. Donc il y a une chronologie qui est assez importante. Je vais vous laisser lire ça après parce que bon, tous les slides vont être diffusés après. Mais le plus important, c'est l'année 2030 parce que là, il y a pas mal des choses qui vont changer pour les emballages que vous utilisez. Voilà. Et ce n'est pas que le début. Donc, avec le règlement, on a une sorte de législation de cadre, mais il y a encore plus de 40 pièces de législation secondaire, donc les actes délégués, les actes d'exécution et des actions à suivre qui doivent être faits par la Commission. Mais bon, bref, on sait déjà quelque chose. Donc, on a les principales mesures en bref que je vais vous présenter. Donc, premièrement, on a la prévention des emballages. Donc, d'ici 2030, il faudra produire 5% de déchets d'emballage en moins par rapport aux chiffres de 2018. Les 5% semblent pas trop, mais n'oubliez pas que lorsque l'économie croît, plus biens sont produits et ça veut dire naturellement beaucoup plus d'emballages qui vont être utilisés. Donc, ce que cette prévention veut dire, qu'il faut dissocier la croissance de la consommation des ressources. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est assez facile à faire. Comment est-ce qu'on peut vous aider? Donc, on a les diagnostics d'emballage. On va faire ça lors d'une visite d'une demi-journée dans votre entreprise. Nous passerons à la loupe les emballages ménagers et industriels que vous utilisez pour commercialiser vos marchandises à la recherche des quick wins. Donc, c'est quoi les quick wins? Est-ce que vos emballages sont vraiment durables? Comment optimaliser votre logistique grâce à des emballages appropriés? Vos emballages sont-ils tous indispensables, etc., etc. Et bon à savoir, ils sont gratuits pour les clients et membres de Valipack et de FOSS+. Donc, n'hésitez pas de nous contacter. On vient chez vous et on va faire une diagnostic. Ensuite, contenu recyclé. Hein, parce que bon, s'il faut faire du prévention, il faut aussi faire quelque chose avec les déchets après. Donc, le contenu recyclé minimum dans les emballages plastiques à partir de 2030. Donc, ça veut dire qu'il y a des règles qui vont être obtenues. Donc, à partir de 2026, décembre 2026,
les règles de calcul, donc comment est-ce qu'on doit calculer le pourcentage dans des emballages, va être mis à jour. Et pourquoi est-ce qu'on demande le contenu recyclé? Bon, l'objectif, c'est vraiment de créer un marché intérieur pour le recyclage de haute qualité dès l'utilisation des matières premières secondaires. Donc, ce n'est pas le but de simplement recycler, il faut aussi faire quelque chose avec. Donc, toute partie en plastique dans les emballages doit contenir un pourcentage minimum de contenu recyclé. Donc, ça veut dire chaque pièce. Donc, si vous avez un seau avec un couvercle, le couvercle doit être aussi produit avec matière recyclée. Ce qui est important, la source de contenu recyclé doit être à partir des déchets plastiques post-consommation. Post-consommation, ça ne va pas seulement dire que ça vient des sacs bleus de nos collègues de FOSS+. Ce sont aussi les films étirables ou les films rétractables qui viennent chez vous pour déballer, par exemple, des sacs de plastique, de petites lentilles de plastique. Par exemple, ce sont tous des emballages post-consommation parce qu'ils sont utilisés comme emballages et qui sont devenus des déchets. Donc, le calcul va être fait par type d'emballage et en moyenne par usine de production et par an. Donc, c'est quoi l'objectif de contenu recyclé? Bon, vous voyez ici le scope, hein, le focus, c'est vraiment sur les emballages sensibles au contact, donc les bouteilles PET par exemple. Donc, à partir de 2030, on doit avoir 30% de matières post-consommation dans cet emballage. Si on parle de PET, on parle aussi des emballages non PET, mais là, on sait que c'est un peu plus difficile parce que, bon, à ce moment-là, seulement le PET est vraiment approuvé pour être mis dans des emballages en contact de l'alimentation. Ici, donc, on parle d'un pourcentage de 10% à partir de 2030. Et très spécifiquement, les bouteilles de boissons à usage unique non PET, là, on parle aussi de 30% de matière recyclée d'être inclus dans cette bouteille-là. Et vous voyez dans la ligne en dessous, à partir de 2040, les pourcentages vont augmenter assez important. Mais comme mon copain Steve Jobs dit, one more thing, c'est pas tout. Parce que on parle aussi avec tous les autres emballages. Donc, tous les autres emballages qui ne sont pas mis dans cette page précédente, il faut atteindre un pourcentage de 35% de matière recyclée à partir de 2030. Et c'est quoi? Spécifiquement pour les emballages transport et commercial et industriel, voilà, ce sont tous ces emballages doivent avoir un contenu recyclé de au moins 35%. Donc, les liens de recyclage, les sacs, les fûts, les big bags, les films, les seaux, tout ça, on doit atteindre à partir de 2030 un pourcentage de 35% matière recyclée. On vous aide un peu. Donc, j'avais déjà annoncé la plateforme My Recycled Content. Donc, pour être sûr que on va avoir un marché pour les emballages au contenu recyclé, on vous donne un prime de 100 € par tonne de recyclat post-consommateur dans les emballages commerciaux. Donc, c'est fabriqué à partir d'au moins 30% de matière recyclée, utilisé pour commercialiser vos marchandises sur le marché belge, naturellement. Et les emballages sont achetés auprès d'un fournisseur référencé sur notre plateforme myrecycledcontent.be. Pourquoi c'est important? Well,
parce qu'on parle des fournisseurs qui sont certifiés, indépendants des emballages en plastique recyclé. Parce que on sait, c'est très facile à dire qu'on a mis un pourcentage de matière recyclée dans un emballage, mais pour être sûr, on demande aux fournisseurs d'être certifiés pour le pourcentage qu'il va mettre dans ces emballages. À ce moment-là, on a déjà plus de 60 fournisseurs certifiés et plus de 500 produits référencés sur notre plateforme. Donc, c'est très facile. Si votre fournisseur n'est pas encore sur la plateforme, mais si vous achetez des emballages avec matière recyclée dedans, n'hésitez pas de les mettre en contact avec nous. On va faire nos mieux de les mettre sur la plateforme le plus vite possible. Parce que c'est très important de comprendre où sommes-nous aujourd'hui. Ben, il faut dire pas loin. Donc à ce moment-là, avec le plateforme, on sait à peu près combien de tonnes de plastique, plastique recyclé vous avez mis déjà sur le marché belge et on est à 1%. Donc ce n'est pas grand-chose, donc parce qu'il faut atteindre à 35%. Donc on a encore un peu de chemin à parcourir avant d'obtenir le 35% matière recyclée dans des emballages industriels. Donc faites vos mieux et travaillez avec vos fournisseurs pour être sûr que vous êtes en ordre avec le PPWR. Si on parle de contenu recyclé, il faut naturellement avoir quelque chose qui est recyclable. Donc, la Commission va mettre en jour des scores pondérés pour le design for recycling, donc les degrés de recyclabilité. Donc, ça veut dire qu'à partir de 2030, seulement des emballages qui ont un score A, B ou C peuvent être mis sur le marché européen et naturellement sur le marché belge. Et ce n'est pas tout, parce que ces règles ils vont seulement être communiquées à partir de janvier 2028. Pour être prête en 2030, ce n'est pas beaucoup de temps. Donc, il faut faire attention à ces emballages. Et à partir de 2030, seulement des emballages avec un score A et B peuvent être mis sur le marché européen. Et ce que l'Europe a aussi dit, cher Valepak et tous les autres responsables européens, il faut moduler les contributions en façon éco. Donc, les contributions éco-modulées vont être mises en place à partir de 2030. Les critères qui vont être mis en vue, donc on va regarder à des types d'étiquettes, les couleurs, les adhésifs, les additifs, si un emballage est facile à démonter en composants, excusez-moi. Et naturellement, on va être poussé dans une direction d'une matière monomatière, d'un emballage monomatière qui est plus facile à recycler vis-à-vis un emballage qui est composé de plusieurs types de plastique ou différents types de matières. Pour vous préparer un peu, je peux vous montrer ou vous diriger vers le site de Recyclas. On n'est pas 100% sûr que pour les plastiques, la Commission va suivre exactement les règles qui sont mises sur le site web de Recyclas. Mais bon, ça va être dans la même direction. Donc, des petites différences peuvent être entre Recyclas et ce qui va se passer à 2028. Mais bon, bref, ça vous donne au moins une bonne direction. Si on parle de plastique, on parle naturellement aussi du carton. Donc, carton est aussi ciblé par le design for recycling. Et là, je peux vous diriger vers la plateforme Forever Green.
Forever Green, c'est une sorte de consortium qui est établi entre les producteurs et les recycleurs des emballages en papier carton. Donc là, vous pouvez déjà regarder ce qu'il faut faire pour avoir des emballages en papier carton qui vont dans la bonne direction. Et finalement, on va parler un peu de réutilisation. Donc, les objectifs sont très ambitieux pour rendre les emballages réutilisables. D'abord, il faut savoir c'est quoi un emballage réutilisable. Bon, on a le design. Donc, l'emballage doit être conçu pour des utilisations multiples. Donc, à partir de conception d'un emballage, il faut être sûr que c'est bien recyclable. Il doit naturellement aussi être durable. Il faut supporter, l'emballage doit supporter autant de cycles que possible dans les conditions normales. Conditions normales, de nouveau, la Commission va nous dire c'est quoi une condition normale. Facile à utiliser, naturellement, il faut être sûr que l'emballage peut être rempli et vidé sans perdre sa fonctionnalité et sa fonction de réutilisation. Et naturellement, tous les emballages réutilisables, à un certain moment, ils vont être des déchets. Donc, il faut être sûr qu'ils sont bien recyclables. Aussi, tout ce qui est santé, hygiène et de sécurité doit être en ordre avec ce type d'emballage. C'est quoi maintenant, on va parler un peu des objectifs. Donc, les emballages de vente et de transport au sein de l'Union européenne, 40% de tous ces emballages doivent être dans une façon réutilisable à partir de 2030. Et quel emballage? Ce sont presque les mêmes que j'avais montré en avant. Donc, vous voyez ça, tous ces emballages ici en bas. Si vous pensez que c'est difficile à atteindre, on a aussi le transport entre les sites d'une entreprise au sein de l'Union européenne et au sein du même État membre. Là, on parle de 100%. Donc, tous les emballages doivent être réutilisables. Donc, c'est un objectif qui est assez sévère à suivre parce qu'on parle déjà à partir de 2030. Naturellement, il y a des dérogations. Donc, des transports des marchandises dangereuses utilisés pour le transport des grandes machines, etc. Les emballages flexibles utilisés pour le transport des denrées alimentaires et tout ça, c'est pas obligatoire de les mettre sur une façon réutilisable. Et plus important à savoir, des boîtes en carton sont aussi il ne faut pas les mettre dans un système de réutilisation. Attention, c'est seulement les boîtes en carton, donc par exemple les intercalaires en carton, ça doit être mis dans un système de réutilisation. Donc, on y est presque si on regarde dans les palettes, et les fûts et les seaux. Il y a déjà pas mal de choses qui sont dans un système réutilisable, mais ce n'est pas 100%, donc il faut être attentif à ce qu'il faut faire encore. Donc, les points clés à retenir. Normalement, je ne montre plus Ellen MacArthur, mais bon, bref, pour être sûr que tout le monde se met d'accord qu'on a suivi à peu près, ou que la commission a suivi à peu près le Ellen MacArthur Foundation Butterfly Model, comment ça s'appelle. Donc, la voie est bien définie à suivre, donc réduire la quantité d'emballage et naturellement le déchet. La recyclabilité des emballages et inclusion du matière recyclée, et l'emballage réutilisable et les objectifs ambitieux de réutilisation, c'est là pour rester. Naturellement, il y a encore beaucoup de questions pratiques, donc méthode de calcul,
les lignes directrices pour la conception des emballages, l'impact incertain sur les contributions, etc., etc. Il y a encore pas mal de questions. Mais il y a aussi des opportunités. Donc, commencez déjà à analyser vos emballages et préparez-vous au PPWR et optimisez vos emballages. Donc, regardez à la recyclabilité, le contenu recyclé, la réutilisation. Voilà, c'est la fin de ma présentation. Merci pour votre attention. Alors que nous avançons, il est crucial de comprendre comment la logistique peut jouer un rôle clé dans atteindre des objectifs. Donc, notre prochain intervenant, Paul, et son collègue Caroline de Logistics in Wallonia abordera ce sujet en profondeur en fournissant des informations importantes sur la réutilisation des emballages. Veuillez chaleureusement accueillir Paul et Caroline. Merci. Voilà, je me présente, Paul Duquesne, je suis expert supply chain au pôle de compétitivité logistique chez Wallonia. Et donc, je commencerai donc la présentation par une revue un peu rapide du pôle. C'est quoi un pôle de compétitivité, et spécifiquement logistique chez Wallonia. Je ferai une petite mise en contexte par rapport à la logistique, mais surtout à la supply chain. Donc, quels sont les enjeux d'aujourd'hui et les enjeux de demain? Quel pourrait être l'impact de cette nouvelle réglementation sur la supply chain de demain? Je parlerai très rapidement d'une des offres de services du pôle, qui est donc le diagnostic 360 supply chain. Et ensuite, je passerai donc la parole donc à ma collègue Coraline Lefebvre, qui vous parlera donc des autres offres de services, donc des projets collaboratifs multimodal in Wallonia et le label Lean and Green. Par rapport aux pôles, les pôles de compétitivité ont été créés il y a 19 ans. Donc au moment où le plan Marshall a démarré donc en Wallonie. Alors, le pôle logistique in Wallonia est donc un des 6 pôles qui est dédié donc au transport, à la logistique et à la mobilité. Quand on parle de logistique, on parle aussi forcément de facto de la chaîne, donc la supply chain, chaîne d'approvisionnement. Et donc le pôle aujourd'hui est composé de pas loin de 350 membres, composé à 85% d'entreprises et aussi donc finalement des autres écoles, des universités, des centres de recherche et d'autres acteurs de la formation. Donc la mission du pôle est vraiment de promouvoir le secteur de la logistique au sein de la Wallonie, mais aussi au niveau international. Quand on parle du secteur de la logistique, finalement, dans les entreprises, c'est une activité qui est complètement transversale. Ça veut dire que dans chaque entreprise où il y a un moment de la production, il y a forcément donc de la logistique. Et donc le pôle, finalement, est très actif au niveau de l'accompagnement des entreprises pour finalement essayer d'optimiser la logistique des entreprises, mais aussi la supply chain. Et on travaille aussi au niveau donc de l'innovation, qui est finalement l'essence du pôle, où là, donc, on essaie d'aider les entreprises dans des projets d'innovation. Coraline expliquera un peu plus en détail cet aspect innovation. Alors, on a aussi une mission de veille, où on essaye d'anticiper les évolutions, par exemple la réglementation dont on parle aujourd'hui. Donc, on a une mission de veille au niveau de la technologie, mais aussi au niveau, finalement, du développement durable. Et donc, au final, ce que le pôle essaye de faire, c'est de créer de la valeur pour les entreprises par toute une série d'activités qui sont donc indiquées au niveau de ce slide. On organise pas loin de 60 événements sur l'année, donc organisés ou co-organisés, comme aujourd'hui avec Valipac, où on essaye finalement de réaliser de la mise en relation au sein d'un écosystème. On essaye de faire aussi, on travaille énormément au niveau d'organisation d'événements thématiques, événements territoriaux, de webinaires ou de tables rondes ou de challenges logistiques, où on parle finalement, l'idée c'est vraiment de travailler sur l'innovation et d'aider nos membres.
Et donc, on a aussi donc, en parallèle tous les appels, tous les services qui sont réalisés, donc, comme le diagnostic supply chain, la partie lean and clean et multimodal in Wallonia. Alors, comme mise en contexte, je vais quand même parler un petit peu de la supply chain, donc, qui se caractérise par des flux. Donc, les flux physiques en amont et en aval de votre entreprise, mais les flux à l'intérieur de l'entreprise, au niveau de vos entrepôts, les flux d'information où on parle de digitalisation qui fondamentalement va aider donc à rendre plus efficient et plus productif vos flux physiques et aussi les flux documentaires et les flux financiers. Et lorsqu'on regarde en fait une chaîne standard, un responsable supply chain aujourd'hui doit se poser certaines questions. Lorsque par exemple vous êtes une entreprise qui réalise de la production, mais vous allez essayer finalement d'anticiper au maximum et de pouvoir finalement avoir la meilleure visibilité sur le long de la chaîne, c'est-à-dire pouvoir quelque part prévoir la demande, travailler sur vos prévisions de vente, ce qui va permettre finalement d'acheter euh, on va dire, les bonnes quantités au bon moment et de mieux dimensionner vos inventaires. Ça, c'est de manière générale, donc finalement, une chaîne standard. Et donc ensuite, je vais expliquer finalement quel sera l'impact de cette réglementation sur cette même chaîne d'activité, donc dans le futur. Au final, pourquoi la supply chain? Mais, au final, il est important d'avoir la meilleure visibilité sur toute la chaîne pour effectivement réduire les délais, améliorer la qualité de service et la satisfaction du client. Donc, une entreprise qui a vraiment une supply chain très mature, finalement, va pouvoir améliorer la performance globale de son entreprise. Quels sont les enjeux aujourd'hui de la supply chain? Les enjeux sont clairement la digitalisation et l'utilisation de certaines technologies. Donc, un travail sur l'innovation. La gestion des risques, clairement, donc lorsque vous êtes dans une supply chain très étendue, il est important d'avoir dans une entreprise un gestionnaire des risques. La transition environnementale, mais forcément, cette réglementation va influencer cette transition. Et vous avez d'autres impacts comme finalement la satisfaction des clients. Il manque un slide là, je vois. Euh, je vois qu'il y a un slide qui a sauté. Voilà, donc ce qui est important demain, c'est de se dire, voilà, quel sera l'impact de cette réglementation sur la supply chain. Et donc, le responsable supply chain devra se poser d'autres questions par rapport donc à cette activité. Donc, forcément, donc au niveau des achats, la manière d'acheter les choses, d'acheter vos emballages, elle sera différente. Donc, ce responsable des achats va devoir se poser comme question, ben, où s'approvisionner, chez quel fournisseur. L'idée, ce sera d'essayer de standardiser au maximum les emballages et en tout cas de négocier des formats compatibles avec cette réglementation. Ça aura un impact forcément au niveau des inventaires. Pourquoi? Parce qu'il y aura donc de la reverse logistique, c'est-à-dire les emballages deviendront finalement, ces consommables deviendront des actifs que vous allez devoir récupérer. Ça veut dire que vous allez devoir forcément, donc, à un moment, les stocker dans vos entrepôts. Donc, quelle capacité de stockage vous allez devoir prévoir et quid finalement des emballages vides. Potentiellement, vous allez devoir aussi adapter vos lignes de production et vos lignes de conditionnement. Vous allez devoir forcément, puisqu'il y aura donc de la traçabilité à effectuer et du reporting de ces activités donc à effectuer, vous allez devoir probablement adapter vos systèmes informatiques et votre ERP. En termes de transport, forcément, il y aura un impact, parce que vous allez devoir optimiser donc vos capacités de transport et travailler sur vos taux de remplissage de vos véhicules. Vous allez devoir probablement travailler avec des partenaires qui vont vous aider à organiser votre reverse logistique. Donc, toutes ces questions devront se poser donc, dans le futur. Alors, quels seront les défis finalement
au niveau donc de cette réglementation. Vous allez devoir adapter et probablement réévaluer donc vos chaînes d'approvisionnement pour intégrer finalement cette nouvelle réglementation, donc de passer d'emballages jetables à des emballages durables / réutilisables. Vous allez devoir probablement mettre en place de la reverse logistique pour récupérer donc ces emballages, modifier donc les emballages, donc utiliser des bacs, des caisses, des fûts, des palettes normalisées et plus durables. Cette nécessité, donc j'en ai parlé, de traçabilité et de reporting, donc importance de finalement adapter vos systèmes informatiques. Et donc vous allez probablement donc devoir gérer de manière différente ces différents maillots. Alors quels pourraient être les leviers stratégiques que vous pourriez mettre en place donc avant finalement cette fameuse deadline de août 2026? Donc l'idée ici, c'est vraiment de pouvoir anticiper les changements et de mettre en place petit à petit une sorte de nouvelle gouvernance pour mieux comprendre cette réglementation qui est pas loin, qui est très difficile à comprendre, je pense, et de pouvoir petit à petit commencer donc à réaliser donc une coordination et une supervision de cette nouvelle réglementation. Et donc aujourd'hui, comme indiqué par Philippe, il va falloir finalement évaluer les emballages que vous utilisez actuellement et commencer donc à explorer d'autres solutions qui seront viables et conformes donc à la nouvelle réglementation. Au niveau des achats, il y a une mise en place, une collaboration qui devra se mettre en route avec d'autres fournisseurs ou les fournisseurs existants qui vont donc respecter ces nouvelles normes. Au sein de votre entreprise, il sera important de former, de sensibiliser donc le personnel petit à petit. Au niveau informatique, il y aura donc un renforcement des solutions de traçabilité et donc une adaptation des systèmes informatiques. Votre responsable supply chain devra finalement revoir un peu la manière d'effectuer les choses et donc développer de la reverse logistique. Mais quelque part, ça met en évidence d'autres opportunités en matière de durabilité et d'innovation. Alors, je vais vous parler très rapidement donc d'une des offres de service du pôle logistique Sine-Wallonia. Donc, nous réalisons aujourd'hui environ 80 diagnostics 360 supply chain par an en Wallonie. C'est un accompagnement aujourd'hui qui est encore gratuit pour les entreprises wallonnes donc, qui réalisent donc du manufacturing. Alors, on a donc un processus qui est en place. Donc, c'est un accompagnement de 3 jours d'un expert extérieur. Et donc, depuis 2017, on en a réalisé 420. Donc, il y a toute une méthodologie qui est appliquée, donc de préparation, de visite donc en présentiel, donc d'un jour, et donc une revue, et ensuite une remise d'un rapport avec des pistes de recommandation. En termes de processus, voilà, on travaille avec des niveaux de maturité. Je n'ai pas trop le temps, évidemment, d'expliquer ici, mais vraiment, on essaye de comprendre comment vos flux sont réalisés et comment, finalement, votre supply chain pourrait être améliorée. Donc, on travaille vraiment sur la gestion de la demande, sur votre organisation et sur les différents maillons que compose donc votre supply chain. En gros, ce qui veut dire que la valeur ajoutée pour vous en tant qu'entreprise, c'est la gratuité aujourd'hui pour les membres du pôle, mais pour les entreprises qui sont industrielles, donc qui réalisent du manufacturing. Vous avez vraiment le regard extérieur d'un expert multidisciplinaire. Et il y a vraiment cette démarche de sensibilisation. Et donc, en fait, si vous êtes dans l'amélioration continue, on peut vous aider vraiment à mettre en place des pistes et des éléments d'amélioration et donc du suivi par après au niveau de votre entreprise. Voilà, là, je vais passer donc la parole à Coraline, ma collègue, qui va vous parler des autres offres de services donc, du pôle. Voilà, bonjour à toutes et tous, Coraline Lefebvre, je suis Project Manager au sein du pôle logistique Sine-Wallonia. Et moi, je vais plutôt vous présenter différents services que l'on a au sein du pôle qui auraient
pourrait avoir pour vocation de vous aider à trouver des solutions dans le cadre de cette nouvelle directive et aussi de valoriser quelque part les différents efforts que vous allez devoir mettre en œuvre au sein de vos différentes entreprises. Alors, le premier service que je vais vous présenter, c'est le programme Lean and Green. Le programme Lean and Green est un programme qui est un label, en fait, donc qui vise à aider les entreprises tout en les accompagnant à diminuer leurs émissions de CO2. Et au final, elles obtiennent un label qui est reconnu au niveau européen, un label qui est validé aussi par un auditeur externe, donc qui vise à valider les différentes actions que vous allez devoir mettre en œuvre. Donc on vous aide à construire un plan d'action pour diminuer vos émissions de CO2. On travaille par paliers afin d'obtenir des étoiles à chaque fois que vous obtenez une diminution d'émissions de CO2 liée aux actions que vous avez prévues. Bien sûr, on vous aide à réfléchir à ces actions. Est-ce qu'elles sont faisables ou non? Est-ce qu'elles ont un impact économique également intéressant pour votre entreprise? Parce que, bien sûr, vous aidez à diminuer les émissions de CO2, mais également les mettre au regard des impacts économiques que cela peut engendrer. Donc, on parle aussi d'une communauté, à travers les différentes entreprises en Europe qui participent à ce label. Actuellement, c'est plus ou moins 550 entreprises qui font partie du programme pour réduire les émissions de CO2. Alors, l'objectif aussi, c'est pas juste d'obtenir un label. Nous, ce qu'on veut promouvoir également, c'est se dire que c'est un projet d'équipe. C'est un projet qui doit motiver aussi l'entreprise et le personnel, parce que c'est pas une seule personne qui va devoir collecter toutes les données pour pouvoir diminuer ses émissions de CO2, parce qu'elle va devoir collecter des données en vue de diminuer les émissions de CO2 au niveau du périmètre logistique, ce qui veut dire qu'elle va collecter des données au niveau des flux entrants, de tout ce qui est lié à la logistique interne, c'est-à-dire le déplacement de matière, le stockage, picking, le conditionnement et le packaging, donc qui vous intéresse tout particulièrement. Donc ici, on est bien sur un label qui va reprendre les différents flux et activités logistiques. Comme je le disais, on va travailler avec vous pour réfléchir à des actions. Ça peut être des actions qui auraient une innovation, qui intègrent une innovation, qui peuvent vous rapporter des gains. Donc vous pouvez aussi on peut vous mettre en lien avec des différents partenaires au sein du pôle, différents membres du pôle qui pourraient vous aider à diminuer vos émissions de CO2. On regarde aussi avec vous et on vous donne des outils pour construire votre plan d'action. Donc vous avez un dashboard, les outils de reporting, on les travaille avec vous et ça va vraiment être votre dashboard pendant toute cette étape de labellisation et après quand vous obtenez vos étoiles. Vous pouvez échanger avec la communauté, donc je parlais de 550 entreprises qui évidemment ont mis en place des actions et vous pouvez échanger sur ces actions avec elles. Comme c'est un label, bien sûr, il y a une certaine visibilité qui vous est donnée à travers ce label. Vous directement allez recevoir, une fois que le plan d'action est validé, sans même quelque part avoir déjà diminué vos émissions de CO2, pouvoir obtenir un petit macaron, ce petit label qui mentionne que vous êtes en cours de démarche et que vous avez des objectifs de diminution d'émissions de CO2. Une fois que ce label aura été validé, vous obtiendrez différentes étoiles. Et bien sûr, l'objectif, c'est de valoriser en interne, puisqu'on parle de projet d'équipe, mais bien sûr aussi en externe, auprès de vos clients et auprès de vos partenaires. Alors, autre service du pôle, là je vais plutôt parler très brièvement des projets collaboratifs. Donc les projets collaboratifs, ce sont des projets pour lesquels finalement les pôles ont été créés il y a quasiment 20 ans de cela. Et donc nous on parle de projets qui visent à transformer le paysage économique grâce à des solutions originales. Et bien sûr, comme on est dans le pôle logistique Sine Wallonia, nous, on va
vous aider à développer des idées liées aux activités de la supply chain et de la mobilité. Donc, c'est assez large. Si vous avez des enjeux au niveau socio-économique, technologique, environnementaux, réglementaires, des idées de projets, ces projets peuvent être construits et on peut vous aider à les mener à bien. On parle ici de projets pour lesquels les entreprises ont une certaine prise de risque. Donc, ce sont des projets d'assez grande envergure. Donc, on parle quand même de projets souvent sur plusieurs années à plusieurs millions d'euros. Et c'est pour ça que ces projets doivent avoir minimum 4 partenaires, c'est-à-dire 2 entreprises dont au moins une PME wallonne. Il peut y avoir une PME qui est hors Wallonie, mais alors celle-ci ne sera pas financée par la région wallonne. Et également 2 unités de recherche, centre de recherche ou université. Les subsides sont variables en fonction du type d'entreprise et en fonction du type de projet aussi, si on parle d'un projet de recherche industrielle ou d'un projet de développement expérimental, les financements sont un peu différents. Alors, un exemple de projet qui peut peut-être ici vous parler parce qu'on est dans l'emballage, le projet Core Concept qui regroupait donc 4 partenaires. Il peut en avoir plus, mais ici c'était 4 partenaires, 2 entreprises, un centre de recherche et une université. Projet sur les emballages isothermes naturels et économiques. Je vais juste passer une petite vidéo, comme ça vous aurez directement une petite explication de ce que le projet a pu apporter aux entreprises. Voilà, donc ça c'était la petite vidéo du projet Core Concept. Et le dernier service dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est le programme Multimodal Wallonia qui vise à optimiser la chaîne de transport des entreprises via du report modal. Alors par report modal, on entend des études pour voir si c'est possible de travailler avec du partage de capacité, par exemple, des camions VLL, donc des camions plus lourds et plus longs. Vous avez certainement déjà vu sur certaines routes ces camions, on a l'impression qu'il y en a un derrière, ils sont l'un derrière l'autre. Aussi, on va faire des études sur tout ce qui est lié à la logistique urbaine, donc par exemple les vélos cargo, et aussi au mode de transport vert, donc par exemple la barge, le transport maritime et le rail. Alors pour ce faire, on va regarder avec vous comment réaliser un business case. Ce business case, on va d'abord se mettre d'accord sur le scope du projet, c'est-à-dire quelles problématiques, quels flux on va étudier avec vous, quels sont les objectifs au niveau géographique, un type de flux, on va les évaluer. Donc on va vraiment d'abord se mettre d'accord sur le périmètre de travail. On va identifier avec vous différentes solutions.
voir si on est dans le bon, s'il faut plutôt aller vers d'autres types de solutions. À chaque fois, il y a des points d'attention qui sont faits avec vous. On va identifier aussi des fournisseurs potentiels pour vous. Et bien sûr, via ces fournisseurs potentiels, on va regarder si la faisabilité technique de ces fournisseurs, la faisabilité aussi économique, est-ce que c'est viable ou pas pour votre entreprise. Et donc tout ça va constituer finalement le business case. Et l'objectif est de répondre à vos questions et de pouvoir faire oui ou non, parfois, le pas sur du report modal. Parce que c'est pas parce qu'une entreprise finalement décidera de ne pas faire le report modal que le business case n'a pas fonctionné. Parce que quelque part, ça va vous éviter de passer beaucoup de temps peut-être à trouver certains opérateurs et de dépenser peut-être éventuellement de l'argent pour rien si finalement le report modal envisagé ne correspond pas à votre flux. Donc voilà, le business case, c'est vraiment faisabilité technique, économique, et également on va regarder l'impact environnemental que ce report modal va pouvoir avoir sur votre entreprise. Donc là, on va pouvoir calculer avec des facteurs d'émission l'impact de ce report modal. Là, on travaille plus ou moins sur cette journée avec vous pour évaluer cet impact. Alors au niveau des membres, comme Paul l'a dit, nous on est un pôle de compétitivité, donc on regroupe des membres. Je viens d'aller voir ce matin, on a 332 membres sous différents types d'activités, bien sûr. On a des transporteurs, des chargeurs, des fournisseurs de solutions, des universités, des centres de recherche, etc. Mais tout ça fait que toutes ces personnes peuvent se rencontrer lors de différents événements que l'on organise. En 2023, on a fait 57 événements, seuls ou en partenariat. Et à chaque fois, l'idée, bien sûr, c'est de vous donner la voix et également que vous puissiez nous donner vos idées et vos questionnements, vos problématiques pour qu'on puisse vous répondre à travers différentes actions que l'on peut mettre en œuvre. Voilà, moi j'ai terminé avec les présentations, donc je vais céder la main à mes collègues. Voilà, merci Coraline, merci Paul pour votre contribution. Je pense qu'on a encore quelques minutes pour des questions-réponses. Donc on a reçu quand même quelques questions. Je vais commencer avec les exceptions. Donc j'ai reçu une question de M. Face et de Mme Le Bailly autour des contenants matières dangereuses ou les blisters, le contenu recyclé pour les blisters de médicaments. Donc malheureusement, je n'avais pas assez de temps pour montrer toutes les exceptions, mais je peux vous dire qu'il y a des exceptions. Par exemple, pour les médicaments et les nourritures pour les enfants, et la plupart des emballages pour les matières dangereuses sont exclus pour le contenu recyclé et dans certaines façons aussi de réutilisation. Donc voilà, il y a des choses qui peuvent être exclues. J'ai aussi reçu une question de M. De Walle. Monsieur De Walle. Et pour les statistiques, nous travaillons toujours les marchandises de tiers. Avez-nous les mêmes obligations? Mais en principe, oui, parce que le PPWR s'applique à tous les emballages. Donc, si vous n'êtes pas vous-même responsable pour ces emballages, ce seront vos clients qui doivent être en ordre avec la législation. C'est toujours quelqu'un qui est responsable. Si ce n'est pas vous, c'est votre personne à votre contact qui a la responsabilité. Une question, c'est monsieur Fraboni, parce que c'est une question très facile à répondre. Ces pourcentages concernent tous les emballages et je présume que c'était à propos de matières recyclées. Primaire, secondaire et tertiaire, la réponse est simplement oui. Donc, tous les pourcentages et tout, donc matières recyclées et aussi pour la réutilisation, c'est primaire, secondaire et tertiaire.
Et peut-être une dernière question, parce que je pense qu'on a encore une minute ou deux. Madame Danen avait demandé uniquement les fournisseurs référencés sur MyRecycled Content, car des fournisseurs étrangers sont agréés dans leur pays, mais pas présents sur cette plateforme. Bon, la liste des fournisseurs est vraiment internationale, donc vous ne voyez pas seulement des producteurs ou des grossistes ou des négociants belges, c'est vraiment international. La seule chose qu'on demande vraiment aux fournisseurs, c'est d'être certifié par un système d'audit agréé. Donc, par exemple, on a Recyclas pour Recycled Content. Donc, ça, c'est un système qui peut faire un audit et certifier un fournisseur à propos du pourcentage matière recyclée. Donc, si vous avez un producteur ou un fournisseur qui a été certifié par Recyclas, par exemple, vous pouvez lui demander de se mettre sur notre plateforme. Il y a des autres systèmes, notamment en Belgique. On a par exemple le système QACER. Si on parle d'Italie, on a le système Plastica Secunda Vita. C'est aussi un système de certification. Donc, on a déjà plusieurs fournisseurs italiens qui sont sur notre plateforme, etc., etc. Donc, n'hésitez pas d'aller regarder sur notre site web www.myrecycledcontent.be. Là, vous allez retrouver tous les fournisseurs plus toutes les conditions qui doivent se mettre à jour. Je pense qu'il y a encore une question pour Coraline. Oui, je vais répondre à la question. Une question de Alexandre Copé concernant l'année de référence de Lean & Green. C'est vrai que j'étais assez vite sur la présentation. Vous recevrez une présentation plus détaillée par la suite. Mais effectivement, on prend une année de référence antérieure sur laquelle vous devez vous baser pour diminuer vos émissions de CO2, bien sûr. Voilà, je pense maintenant on a pris toutes les questions, on a essayé de répondre à toutes ces questions. Donc, c'est maintenant la fin de ce webinaire. Je tiens à remercier chaleureusement Paul et Coraline pour leur contribution. Et je voudrais également vous remercier chaleureusement pour votre présence nombreuse et vos questions très intéressantes. Passez encore une bonne journée et peut-être à bientôt à une prochaine webinaire. Merci et au revoir.